Bonsoir, cette semaine, nous prenons la direction de l'Afrique centrale, précisément au Tchad, au lendemain des élections présidentielles qui ont vu la réélection pour un 5e mandat d'Idriss Déby. Déby arrivé au pouvoir par les armes il y a 26 ans. Alors, s'il est soutenu par les dirigeants occidentaux pour son engagement dans la lutte contre Boko Haram, Idriss Déby est de plus en plus contesté par des Tchadiens, notamment chrétiens, qui n'hésitent plus à s'engager pour avancer sur le chemin de la démocratie dans leur pays. Comment cette opposition s'exprime? Parvient-elle à faire bouger des choses dans cet État militaire? Décryptage sur ces questions avec notre invité Laurent Larcher. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la Croix et vous couvrez l'actualité en Afrique subsaharienne. Avant de revenir sur les élections, quelques chiffres sur le Tchad pour nos téléspectateurs. Sur environ 13 millions d'habitants, majoritairement musulmans, 30% sont catholiques, on a 40% de chrétiens et animistes. Le Tchad est basé sur une culture tribale. Le nord est plutôt musulman, commerçant, et au sud, ce sont des tribus animistes devenues en bonne partie chrétiennes qui vivent de l'agriculture. Après ce tableau rapide, on revient sur la question des élections. Le 10 avril, donc, Idriss Déby élu avec 61% des voix. Un résultat que conteste l'opposition. Racontez-nous un petit peu dans quel contexte se sont passées ces élections. Écoutez, un contexte assez tendu pour au moins 2 raisons. D'abord, du point de vue de la sécurité extérieure, le Tchad est confronté depuis 1 an et demi à la question de Boko Haram, donc ce mouvement islamiste venu du Nigeria. Le Tchad et le Nigeria ont une frontière commune. Et le Tchad étant intervenu auprès des forces de l'armée nigériane pour combattre Boko Haram réagit en lançant une série d'attentats et d'attaques au cœur même de la capitale tchadienne. Donc il y a déjà ce contexte-là. À cela s'ajoute ensuite une crise économique très profonde. Le Tchad est une économie, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, qui, depuis 2002 en tout cas, a comme principal revenu le revenu lié au pétrole, car d'énormes sources pétrolières ont été trouvées dans les années 90. Elles ont commencé à être exploitées à partir de 2002. Mais la manne pétrolière, évidemment, ne revient pas à l'ensemble de la population, mais est captée par le clan au pouvoir. Je vous dis ça parce que depuis la chute du prix du pétrole, non seulement cet argent n'allait pas pour tous, mais même ceux qui en profitaient n'ont plus vraiment, subissent aussi les contre-coups de cette baisse. Du coup, tous les travaux quand même qui étaient engagés sont au point zéro. Donc, problème lié à l'économie, à la chute du pétrole. Par exemple, un cas concret, les enseignants ne sont plus payés depuis 6 mois. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis 6 mois. Voilà. À cela s'ajoute enfin des questions de tension intérieure, une contestation de plus en plus vive du pouvoir Déby, puisque comme vous l'avez si bien rappelé, Idriss Déby est au pouvoir depuis 26 ans et la société tchadienne, en tout cas parmi ses plus jeunes, souhaite une transition démocratique. Un changement. On n'en voit pas encore, en tout cas, la couleur de ce changement. L'opposition, elle conteste, mais bon, donc rien ne va bouger pour le moment. Les évêques aussi avaient appelé au calme au lendemain des élections parce qu'on craignait des tensions. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cet appel a été entendu, que la société s'est apaisée voilà. Oui, parce que ce qu'il faut aussi préciser peut-être, c'est que c'est un régime très autoritaire. Idriss Déby est un homme du Nord, un guerrier. Il est entouré de ces hommes de la tribu Zagawa, qui sont vraiment des gens extrêmement durs au combat, qui n'ont pas peur de mourir, encore moins de tuer, et qui, depuis qu'ils ont le pouvoir, en tout cas, le conduisent vraiment d'une main de fer. Quand je dis main de fer, c'est-à-dire une opposition muselée, il y a une police de sécurité. Vous allez dans le N'Djamena, vous êtes suivi. Vous êtes un occidental, vous êtes suivi. Tout le monde est sous contrôle, tout le monde est surveillé. Donc un régime très fort avec des disparitions, des assassinats.
Quand il y a une manifestation, la police n'hésite pas à tirer à balles réelles. Encore récemment, vous savez, il y a eu cette histoire au mois de mars, je ne sais pas si vous en avez eu écho, d'une jeune fille qui avait été violée, de 17 ans, une lycéenne qui avait été violée par des enfants du régime. Ses camarades lycéens manifestent dans la rue pour protester contre la culture de l'impunité. Et les forces de l'ordre, pour mettre un terme à ces manifestations, tirent à balles réelles en tuant 2 lycéens. Voilà, donc c'est un peu la pratique, je dirais, habituelle et commune de ce régime. Donc, c'est très compliqué pour l'opposition d'exister, là. C'est-à-dire que vous risquez, enfin en tout cas, une opposition pacifiée, dans ce contexte-là, est appelée au martyre. Donc les évêques ont lancé un appel au calme le 28 avril. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que le calme est revenu ? Non, je dirais que c'est un faux calme. Donc l'élection a eu lieu. Idriss Déby a été élu à une large majorité avec 60%. Tout le monde s'interroge sur la qualité de ce vote et de ce résultat. Au fond, à chaque élection, parce que ce n'est pas la première qui a été organisée dans ce pays, Idriss Déby a toujours été élu avec une marge assez importante. Ce n'est pas une élection crédible. Enfin, il faut vraiment être aveugle et prendre ses désirs pour la réalité. Il y avait des observateurs internationaux. Oui, bien sûr. Oui. Mais leur avis, notamment de l'Union européenne, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de voir exactement quel est l'état de ce régime, parce que c'est un régime qui est pour nous, quand je dis pour nous, en tout cas pour les alliés occidentaux, extrêmement utile, à la fois pour l'Union européenne, pour la France, mais aussi pour les États-Unis. On oublie souvent que les États-Unis est aussi un soutien assez fort au régime Déby. Pourquoi ? Parce que c'est un régime qui est capable de stabiliser la région, qui est une région totalement instable. Je rappelle qu'il y a la Libye au nord, le Soudan à l'est et la Centrafrique à l'ouest. Donc c'est un acteur clé dans la région. Et notamment dans le combat contre Boko Haram, mais aussi les Tchadiens sont auprès des forces françaises au Mali, contre les groupes djihadistes dans le nord Mali. Voire même, on le sait maintenant, le contingent tchadien a été déterminant dans une bataille qui s'appelle la bataille de la Matataï. Je ne sais pas si vous avez suivi ça en mars 2013, mais grâce aux Tchadiens, l'armée française a réussi à se débarrasser, en tout cas pendant un temps, du fort ou du contrefort djihadiste dans l'extrême nord du massif, enfin en tout cas dans l'extrême nord du Mali, pardon. Oui. Tout ça pour dire que les Tchadiens sont des alliés incontournables, je dirais, des Occidentaux et de la stabilité régionale. Donc oui, on a plutôt intérêt à soutenir ce régime compte tenu des services qu'il rend à la communauté internationale. Mais du point de vue du citoyen tchadien, les choses sont évidemment moins faciles. Il y a aussi, il faut le dire, parce que ça, la presse l'a relaté, des militaires, des policiers qui sont portés disparus depuis ce scrutin. Racontez-nous. Alors, il se trouve qu'on ne connaît pas encore exactement leurs chiffres. Selon les sources, ça varie d'entre 20 et 40 personnes, policiers, militaires, gendarmes, qui, le jour de l'élection, donc le 9 avril, parce que les forces de l'ordre ont voté une journée avant les citoyens, c'est ça, ont été contraints de voter pour Idriss Déby. Un certain nombre ont refusé et ont disparu. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc on imagine qu'ils ont été au mieux arrêtés, peut-être, on ne sait pas, les familles n'ont aucune nouvelle de ces personnes. Rappelez-vous qu'en 2008, des opposants ont été enlevés, ont disparu également en février 2008, des opposants à Idriss Déby dont on n'a plus jamais de nouvelles. Donc on peut craindre qu'un certain nombre d'entre eux, on ne les retrouvera plus jamais. Alors face à la dureté de cet État militaire, des Tchadiens s'engagent depuis quelques années pour construire la démocratie dans leur pays. C'est ce que nous explique Haroun Zorino, fondateur de l'association Utopie Nord-Sud. Des propos recueillis par Domitil Blanc. Depuis 2010, effectivement, la société civile a travaillé, mais vraiment en discrétion. Néanmoins, il y a des gens qui ont été nommés. Il y a un groupe qui est stable et qui travaille pour l'émergence vraiment de la société civile au Tchad. Je suis tout le temps en contact avec les leaders de la société civile, notamment les syndicalistes, puis les organisations de droits de l'homme. C'est les intellectuels, c'est les gens qui savent lire, qui montent des projets. Et il y a beaucoup de journalistes qui disent aussi tout haut ce qu'ils pensent, tout bas. Il y a moins de répression. Moi, j'ai espoir. Je suis convaincu qu'il y aura quelque chose dans les années à venir. Alors, Haroun Zorino, qui nous dit qu'il est convaincu que les choses vont bouger dans les années à venir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les choses ont déjà bougé.
D'abord, on peut assister à deux choses en fond. D'abord, c'est un pays extrêmement jeune. D'ailleurs, comme dans toute l'Afrique, l'Afrique subsaharienne est traversée par une jeunesse, on l'oublie là, mais 40% des subsahariens ont moins de 15 ans quand même. Donc c'est une population extrêmement jeune qui a un pied dans la mondialisation. À travers le téléphone portable, Internet, ils savent exactement ce qui se passe partout sur le continent africain, mais aussi partout dans le monde. Donc voilà, donc on a une jeunesse de plus en plus connectée les uns avec les autres. Et cela s'ajoute, je dirais, à une volonté à la fois de leur génération, mais aussi de leurs parents, d'avoir une vie meilleure. Ils n'ont pas vraiment de présent. Il faut bien savoir que pour la plupart de ces jeunes gens, la vie est extrêmement difficile. Il n'y a pas de travail, pas de sécurité, pas ou très peu de perspectives, et ils seront de plus en plus nombreux. Donc ils s'organisent et ils tentent de vouloir œuvrer au fond pour une vie meilleure qui passe, à leurs yeux, à travers le modèle démocratique. Donc il y a eu ce phénomène au Sénégal avec le mouvement Y en a marre en 2011, donc un mouvement de jeunes gens, de jeunes rappeurs, qui se mobilisent pour éviter à Abdoulaye Wade, à l'époque président du Sénégal, de modifier la Constitution pour faire élire lui et son fils, d'instaurer une forme de monarchie constitutionnelle. Mouvement de jeunes qui tout de suite va agréger et attirer à lui tous les mécontents, mais tous ceux qui veulent en finir avec, je dirais, le tripatouillage politique. Et ça a marché. Et ce phénomène a totalement contaminé, si je peux dire, l'Afrique, en tout cas la jeunesse africaine, le Burkina Faso, avec le ballet citoyen. Et puis donc au Tchad, on a le même phénomène, avec des mouvements qui s'appellent par exemple Trop c'est trop. Il y en a marre au Sénégal, Trop c'est trop au Tchad. Donc c'est des manifestations essentiellement, c'est comme ça qu'ils s'expriment? En fait, ce sont des plateformes au départ d'ONG. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations de défense des droits de l'homme, de défense des paysans, des jeunes filles, des jeunes femmes. Vraiment, c'est des sociétés très très vivantes qui s'organisent, qui se constituent en groupe, qui tentent de faire valoir leurs droits. Et donc, ils se sont réunis autour d'une plateforme, comme Trop c'est trop. Cette plateforme est apparue attendez, que je ne me trompe pas, en automne 2015, automne 2014, pardon. À la suite le prix du pétrole commençait déjà à chuter, l'économie se cassait la figure, et donc pour défendre une vie meilleure, en tout cas lutter contre la vie chère. C'était aussi bien sûr une critique face au gouvernement, à la malgouvernance. Ils ont organisé ce qu'on appelle une journée ville morte. Pour la première fois, à Djamena, plus personne n'est sorti. Et c'est ainsi que se met en place donc cette résistance, au fond, pacifique face à un régime qu'ils estiment ne pas être du côté du bien commun. Mais est-ce que ça permet de faire évoluer les choses? Est-ce que c'est plus un relais qu'on peut suivre, nous, de l'étranger ou En tout cas, ça se met en place peu à peu, dans un régime, c'est ça, difficile, et ils répètent leurs opérations. Mais c'est vrai on peut penser que c'est fragile. Par exemple, au mois de mars, 4 de ces leaders de la société civile ont été arrêtés, condamnés dans un premier temps à 6 mois de prison, peine qui a été finalement réduite à 4 mois de prison en sursis. Et sur ces 4 leaders, 3 sont partis à l'étranger parce que leur vie était trop menacée. Mais voilà, la structure est là, le désir est présent, et je ne vois pas comment un régime pourra trop se maintenir par la force dès lors que l'immense majorité de sa population ne le suit plus. C'est ça. Et parmi donc ceux qui se mobilisent, il y a aussi des chrétiens, comme nous l'explique Monseigneur Henri Coudray, joint par téléphone depuis Mongo. Rien n'est changé dans les communautés chrétiennes, sauf chez une élite qui s'est engagée avec une élite non chrétienne, une élite, disons, d'une jeunesse et des jeunes adultes faisant partie de la société civile, qui avaient cru à l'espoir ouvert par ces élections et qui ont été immensément déçus. Avec les communautés, les comités justice et paix, tous les moyens que l'Église a par ses radios communautaires, il y a tout un travail à faire à ne pas laisser retomber cette mobilisation, à ne pas laisser les citoyens chrétiens déçus
tomber dans le nihilisme ou dans une lecture morsure qui n'a pas sa raison d'être, parce que c'est absolument pas à ce niveau-là que ça se situe. Mais d'un autre côté, il faut rebondir. Quelque chose s'est passé et je pense qu'il y a maintenant un chantier qui est ouvert pour les prochaines élections pour les députés. Alors, Monseigneur Coudray qui mentionne les élections législatives. Des choses pourraient bouger pour l'opposition ? Écoutez, là pour le moment, le régime a durci sa position. Aujourd'hui, N'Djamena est quadrillé par les forces armées, tout le pays est quadrillé par les forces armées. D'ailleurs, cette disparition de soldats montre que le régime a très peur de son dernier soutien. Enfin, en tout cas... le dernier rempart, c'est l'armée, en fait. Absolument. Et déjà, on voit l'armée, si des soldats ouvertement refusent de voter pour Idriss Déby, c'est quand même le signe de fissures très profondes dans la société tchadienne. Donc, pour le coup, le régime se durcit énormément. Donc, encore une fois, quadrillage, des soldats fortement armés. Plus personne n'ose vraiment prendre la parole en public pour critiquer le régime. Des leaders de la société civile qui partent à l'étranger pour se mettre à l'abri. Voilà. Donc là, si on parlait d'aujourd'hui, évidemment, on pourrait pas. Enfin, la perspective est assez sombre. Mais quand même, les réseaux se sont mis en place, ça travaille la société. Voilà. Moi-même, je crois vraiment que le régime ne repose plus sur une base solide. Et ça peut éclater. Alors, le clan Déby peut aussi éclater, parce que le président est fatigué, on dit qu'il est malade, c'est plus le jeune guerrier des années Hissène Habré, pardon. Il y a des rivalités même au sein des Agawa, donc ça peut tout à fait imploser très vite devant nous. D'accord, donc c'est très incertain pour le moment. Absolument, et volatile. Donc le régime se durcit, ça va être difficile ces prochains temps, mais il n'est pas dit qu'il tombe ou qu'il sombre comme un fruit mûr, en fond. Alors, l'engagement des chrétiens en particulier, parce que Monseigneur Coudray parlait du soutien aussi de la commission Justice et Paix, qui doit encourager ces chrétiens à ne pas rester déçus au lendemain de ces élections. Ça passe par quoi, l'engagement des chrétiens ? Alors, moi, je trouve que je suis frappé par deux choses. Alors, il y a beaucoup de chrétiens, effectivement, dans ces ONG, dans ces associations de défense des droits de l'homme, par exemple, clairement identifiés chrétiens ou bien non, pas nécessaire, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi, et surtout de la part de la hiérarchie, un gros effort fait en direction de la communauté musulmane, avec des plateformes interreligieuses, car vous l'avez dit au début de l'émission, la majorité quand même des Tchadiens sont musulmans, je crois que c'est à peu près 55%, 60%, et les chrétiens sont divisés entre protestants et catholiques. Et là, il y a vraiment un effort de rencontre, de discussion, de travailler ensemble, notamment face à la question du wahhabisme. C'est un sujet assez tabou au Tchad, parce que Déby se présente comme étant vraiment un homme qui a réussi à sortir de son pays de la tentation, je dirais, extrémiste musulmane, mais la société tchadienne, comme beaucoup de sociétés africaines de la région, est travaillée par le wahhabisme, qui vient soit du Soudan, soit de Libye, un wahhabisme financé par le Qatar et l'Arabie Saoudite, enfin je dirais un scénario assez classique malheureusement, auquel n'échappe pas le Tchad. Donc face à cette radicalisation, ou cette tentation en tout cas d'une réislamisation forte de la société tchadienne, une bonne partie de la communauté musulmane résiste à ce mouvement, et on voit là des alliances assez intéressantes et assez fortes entre catholiques, protestants et imams pour constituer un vivre ensemble possible, une paix possible. Et voilà. Donc ça, c'est un des aspects Et puis il faut dire positifs. que c'est aussi un pays qui a été fortement blessé par une guerre civile très forte entre le nord et le sud. Et donc il y a ça aussi, cette idée que, attention, si Déby part, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le pays ne va pas aussi imploser ? Est-ce que les vieux démons ne vont pas ressurgir ? Donc tout le monde a conscience de ça. En tout cas, les autorités religieuses ont conscience de ce risque-là. Et c'est aussi ce qui les pousse à travailler ensemble. D'accord. Vous évoquiez tout à l'heure la lutte contre Boko Haram qui a frappé aussi le Tchad. Oui. N'Djamena, 2 attentats en 2015. C'est une menace réelle pour le pays ? La question c'est une excellente question. C'est difficile à dire. Moi, je pense... j'ai l'impression... Alors, la menace existe, mais est-ce qu'elle est vraiment importante ? Non. Elle existe, c'est sûr. Je pense qu'elle est plutôt assez jugulée maintenant. Boko Haram, vous savez, c'est plutôt
Enfin, c'est un nom un peu qui passe partout, c'est un peu une auberge espagnole. Beaucoup de mouvements se revendiquent de Boko Haram, mais en fond, c'est à la fois des mouvements liés mafieux ou des communautés locales qui prennent cette image pour régler des comptes avec d'autres. Donc on est plutôt sur ce terrain-là. Moi je pense plutôt que du point de vue en tout cas de l'islamisation de type wahhabite, là il y a un vrai défi dont on parle assez peu mais qui est pourtant réel. On voit par exemple à Djamena l'apparition d'un certain nombre de quartiers, en tout cas de mosquées wahhabites. Donc c'est toujours la même chose. Hein. Au départ c'est un étudiant qui part, qui a une bourse et qui part souvent en Arabie Saoudite, qui revient au bout de 3 ans totalement wahhabite et qui touche de l'argent de la part de l'Arabie Saoudite et qui grâce à cet argent va constituer un lieu de culte, un lieu social, attirer des gens, au fond faire ce que l'État ne fait pas, hein, s'occuper de la population et par cette action sociale, diffuse une pensée, un islam qui n'est pas l'islam tchadien habituel. Et là, vraiment, on assiste à un quadrillage de la société tchadienne à travers ces mouvements-là. Et là, c'est inquiétant, oui. Alors, pour les dernières minutes de l'émission, on en vient à l'église du Tchad, hein, l'une des plus jeunes d'Afrique, puisque les premiers missionnaires sont arrivés il y a environ 80 ans. Alors, on dit du peuple tchadien qu'il est assez religieux. C'est ce que vous avez observé? Vous savez, l'Afrique, c'est différent. Voilà. C'est l'Afrique. Reste de l'Afrique. Non, l'Afrique, c'est à la fois le spirituel et le téléphone portable. Enfin, on vit le religieux, le spirituel est profondément inscrit dans la culture, dans la société, dans l'esprit, dans le cœur des Afriques. Et c'est une église qui est vivante au Tchad? Oui, enfin, c'est une église pauvre, hein, donc je ne dirais pas qu'elle est flamboyante. C'est une église qui n'est pas majoritaire et qui est liée aussi, je dirais, qu'à un complexe qui est lié quand même à la colonisation, de sorte que ce passé quand même ne rend pas totalement libre, je pense, les pasteurs, en tout cas surtout les pasteurs qui viennent d'Europe ou d'Occident. Donc oui, parfois on a l'impression qu'ils veulent encore se faire pardonner cette histoire, qui est d'ailleurs une histoire qui pose question, on peut le comprendre aussi. Mais enfin voilà, donc il y a non pas un péché originel, mais enfin quelque chose quand même qui relève de ça un peu et qui fait que c'est pas toujours très facile, je pense, de se positionner. Premièrement. Deuxièmement, c'est une église qui est très tournée vers les jeunes, qui épouse aussi l'inculturation. On assiste vraiment aujourd'hui à un passage de relais entre un épiscopat et une structure ecclésiale de type européenne, avec maintenant un clergé local. Donc ça, c'est assez prégnant. Entre le Tchad que j'ai connu, moi j'y étais la première fois en 96 ou 97, et notamment pour l'église que j'ai vue à l'époque et aujourd'hui, c'est vraiment très très différent. Il y a un changement. Ouais, ça, c'est sûr. Est-ce que cette église, elle est active? Est-ce qu'elle parle, elle exprime des choses? Est-ce qu'elle dénonce ce qui peut arriver au niveau de l'État? Sur le plan politique, c'est difficile pour elle. C'est difficile parce que vous avez en face de vous un régime très difficile, qui est quand même très autoritaire. Elle sait qu'elle n'est pas majoritaire. Voilà. Ensuite, ça tient. Comment dire il ne s'agit pas de porter un jugement, mais il semble quand même que, en tout cas, beaucoup de chrétiens sur place pensent et trouvent que la hiérarchie, la conférence épiscopale par exemple, serait un peu proche du régime. En tout cas, se laisserait endormir par le régime. Notamment le dernier archevêque de N'Djamena, qui est mort aujourd'hui, était connu pour être assez... en tout cas, sa réputation était d'être assez proche de l'Église. Comme on dit en Afrique, une bouche qu'on nourrit ne parle pas. Voilà. Et il semble que ça a laissé encore des traces. Il y a d'ailleurs une question sur la succession de cet évêque, puisque le siège est toujours vacant, 2 ans depuis après 2 ans, son décès. Ce qui est quand même pas bon signe. Ça. Voilà. Même si on ne le dit pas ouvertement, mais ça prouve que Rome a en tout cas visiblement quelques difficultés à trouver un successeur. Il n'y a pas de figure qui s'impose. En tout cas, il semble que Rome ne l'a pas trouvé en 2 ans, ce qui veut dire que voilà, elle cherche, je pense, des têtes nouvelles, un peu à la manière de ce qui s'est passé en Centrafrique. Hors antenne, on parlait de Monseigneur Zampanega. Lui, il a été choisi justement, nouvelle personnalité, un prêtre, tout de suite qui est monté qui a vite pris qui a été repéré par Rome, et qui a été installé à la tête d'une église qui était très très abîmée en Centrafrique. Et ça, on ne le voit pas là. Ouais. Je pense qu'elle va y arriver, mais en tout cas, Rome le cherche. Le fait qu'elle n'a pas trouvé encore son successeur en 2 ans montre qu'elle
pas une défiance, mais une interrogation sur, sur cette Église ou sur la réalité, en tout cas tchadienne, qui est une réalité, encore une fois, très compliquée, très complexe, qui est évidemment très facile de juger quand on est à Paris, mais quand on est sur place et au quotidien, c'est quand même plus compliqué. Bien sûr. Toute dernière question, une perspective un peu sur l'avenir. Pour vous, c'est quoi l'enjeu pour l'avenir du Tchad? La question démocratique, évidemment. Mais... Je dirais la première chose, c'est surtout sa jeunesse. Même au-delà de sa jeunesse, c'est que va devenir sa jeunesse, mais au-delà de sa jeunesse, la vie d'un Tchadien aujourd'hui est extrêmement difficile, même dans la capitale, dès qu'on sort du centre, du lieu où les constructions ont été faites par Idriss Déby, du palais présidentiel, etc. On n'a pas d'eau, coupure d'électricité, il n'y a pas de... Pour se nourrir, pour se soigner, c'est extrêmement compliqué. Il y a pas à N'Djamena, il y a des écoles où il n'y a pas de banc, où les enfants sont par terre. Je parle de N'Djamena, capitale du Tchad, donc vous imaginez un peu ce qui se passe dans les provinces. Donc une vie extrêmement dure, extrêmement rude pour la plupart des Tchadiens. Donc c'est ça déjà, c'est comment assurer une vie, je dirais, normale. Et ça, c'est pas fait. Face à un pouvoir qui est de plus en plus dur, face à la culture de l'impunité, est-ce que ça ne va pas à nouveau éclater dans un bain de violence? Ça, c'est tout à fait possible, surtout qu'il y a des pays autour qui n'ont pas toujours, qui ont intérêt en tout cas à une forme d'instabilité. À suivre. Donc, merci beaucoup, Laurent Larcher, pour votre décryptage. Voilà, cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Au revoir.